Sinon, donc, on a la chance de débuter avec Elsa Bray-Dussault pour la première partie de la journée avec un atelier conférence. Donc, la présentation, c'est Famille en crise, le jeu vidéo comme déclencheur de conflits et comme espace de réconciliation. Elsa Bray-Dussault, docteur en psychologie et psychologue, et chercheur détentrice d'un doctorat en psychologie et d'une maîtrise en communication. Elle est fondatrice de l'UDIPSY, une plateforme ayant pour mission d'offrir des services professionnels de formation, d'intervention et d'accompagnement en santé mentale dans une approche neuro-inclusive et ludique. Cette conférence atelier porte sur l'analyse du jeu vidéo comme déclencheur de crise familiale, mais également comme possible espace de réconciliation dans la relation parent-enfant. OK, merci beaucoup. Merci. Super. Alors, première chose, j'ai oublié de demander, mais si je veux parler aux gens sur Zoom, je regarde où? Directement. Okay. Donc, bonjour à tout le monde. J'ai bien été présentée. Mon nom, c'est Elsa Bray-Dussault. Donc, dans la vie de tous les jours, je suis psychologue, mais à travers ça aussi, j'aime bien faire de la recherche, faire des formations, des conférences. C'est ça, j'ai joint cette année la chaire de recherche. Toujours, je regarde le nom là, au complet, chaire de recherche du Canada en jeux, technologie et société. Donc, j'ai bien hâte de combiner justement tout ce qui est santé mentale, psychologie, jeux, études ludiques, tout ça ensemble. Et je suis vraiment contente aujourd'hui de pouvoir vous parler de famille en crise. Famille en crise, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? C'est basé sur mon expérience professionnelle. Donc, on va aller prendre une petite immersion dans le monde de la psychologie, la psychothérapie. Dans la perspective de l'intervention puis du vécu des familles. Peut-être parmi vous, vous avez peut-être des enfants, peut-être vous allez avoir des enfants, peut-être que vous connaissez des familles avec des enfants qui vivent des crises en ce moment en lien avec les technologies, les jeux vidéo. Donc, c'est quelque chose d'assez présent. Je trouve ça intéressant d'en parler. Puis surtout, d'avoir votre vision des choses. Ça, donnant ici, je trouve que c'est toujours intéressant le partage de savoir. Vous avez chacune votre expertise dans le domaine des jeux, dans le domaine ludique en général. Donc, on va pouvoir avoir chacun nos différents parcours, puis vraiment faire un partage de connaissances. C'est un peu l'objectif. OK. Donc, je me répète un peu, mais l'objectif, ça va être d'explorer comment les jeux vidéo, qui sont souvent perçus, surtout dans une perspective en psychologie, comme des sources de conflits familiaux, peuvent peut-être aussi déclencher des dialogues, de l'empathie dans la relation parent-enfant et de la collaboration au sein des familles. Donc, on va aller explorer, analyser ça ensemble. Pour commencer, ça c'est la petite partie, je nommais conférence atelier, parce que la petite partie scientifique, ça va être basé sur des données scientifiques, mes observations cliniques, c'est-à-dire ce que j'ai observé dans mon expertise professionnelle, puis l'autre partie, ça va être partage de savoir collectif. Donc, pour bien comprendre la problématique, première chose, c'est toujours de voir c'est quoi le portrait des familles. Ça veut dire, au Québec, ici spécifiquement, chez les jeunes, chez les adultes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les nouveautés par rapport aux technologies et aux jeux vidéo? Ce qui est intéressant dans cette étude-là, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a quand même des recherches vraiment intéressantes, c'est qu'on peut observer que chez les enfants, 6 à 12 ans, donc 6 à 12 ans, on va dire enfants, 13 ans, 17 ans, adolescents, dans les études, la moyenne de nombre de technologies utilisées, c'est 3. Et là, dans ces technologies-là, on peut observer en rouge que principalement la tablette. Et là, on peut aller vers les jeux mobiles et autres. On ne parlera pas de ça aujourd'hui, mais ça va être quand même vraiment pertinent. Console de jeux vidéo en deuxième, téléphone intelligent et ordinateur. Puis, quand on observe plus chez les adolescents, ben là, je ne sais pas si vous voyez, il y a vraiment la montée en popularité des téléphones intelligents, l'ordinateur et console de jeux vidéo, tablette par la suite. Donc, on va avoir un changement au niveau des technologies. Puis c'est intéressant de savoir aussi que chez les adolescents de 13 à 17 ans, ben, c'est en moyenne 4 technologies qu'ils utilisent, qui sont représentées dans ce graphique. Donc, déjà, ça aide à juste comprendre les technologies sont présentes dans la vie des enfants, des adolescents. Puis on peut voir console de jeu, ordinateur, c'est quand même assez présent au quotidien.
Pour les adolescents, on parle de au moins 20 heures en moyenne par semaine à être sur les technologies. Maintenant, qu'est-ce que les enfants ados font sur les technologies, selon cette étude? Ben, ce qu'on observe chez les enfants, 6 à 12 ans, ben, c'est principalement écouter des vidéos, YouTube, TikTok, autres, jouer à des jeux en ligne. D'enlever ça ici? Oui. Quelque chose. Ah, il y avait pas. Troisième. Oh! Et voilà, merci. Donc, c'est ça, les jeux vidéo en ligne, deuxième point. Bon, puis par la suite, avec quand même un grand écart, on va écouter des films, des séries télé, envoyer des textos, qui est plus petit parce que les enfants, théoriquement, ont moins de téléphones intelligents. Par contre, si on observe chez les adolescents, ben là, ouf, bon, écouter des vidéos reste quand même l'élément principal. Envoyer des textos en lien avec j'ai un téléphone cellulaire, yes, j'ai cette liberté-là maintenant, mais quand même assez proche, jouer à des jeux en ligne, écouter des séries et des films. Tout ça pour dire que les jeux vidéo, les jeux en ligne sont quand même présents dans la vie des enfants ados. On peut pas le nier, c'est présent. Maintenant, à travers ça, OK. Spécifiquement par rapport aux jeux vidéo, ce qui est intéressant d'observer, c'est que 85% vont jouer. Là, on parle de jeunes et adolescents dans cette étude-là. Le temps de jeu moyen va être de 14,5 heures par semaine. Et quand on parle d'auto-identification, on observe un screening, disait mon anglicisme, un portrait global d'auto-identification. Est-ce que je suis gamer, gamers? Ben, 60% des adolescentes et 90% des adolescents s'auto-identifiaient comme gamer. Je tiens à dire que j'essaie de voir c'était quoi la définition de jeu vidéo et gamer, puis c'était pas bien noté. Donc là, c'est un peu difficile à cadrer, c'est quoi un jeu vidéo selon l'étude. Donc c'est présent, les jeunes jouent, gardons ça en tête. Une chose qu'on oublie parfois, puis là encore une fois, c'est dans ma perspective comme psychologue, souvent quand les personnes, les familles viennent, ils vont dire, ça sonne un peu stéréotypé, mais ils vont dire mon enfant a un problème. Donc, il faut régler, il faut régler le problème de mon enfant. Mon enfant a des problématiques. Après ça, quand on observe un peu plus, ben, les adultes aussi jouent. Les adultes aussi jouent aux jeux vidéo. Les parents, là, je ne vais pas être en détail là-dessus, mais les parents aussi, il y a des comportements, on va dire, plus problématiques avec notamment le téléphone cellulaire dans la relation parent-enfant. Mais disons, si on observe les adultes, 57% jouent à des jeux vidéo. C'est quand même bon. Pas vraiment en augmentation. Le temps de jeu moyen est 8 heures par semaine, qu'on a le temps. Et quand on parle d'auto-identification, là, c'est dans le 18 à 34 ans ici, donc jeune adulte, 58% des femmes, et oui, c'était très catégorisé au niveau du genre, et 82% des hommes s'auto-identifiaient comme gamers. Donc, c'est quand même présent aussi. Quelque chose qu'on ne peut pas nier ou mettre de côté. Maintenant, au niveau des parents. Parce que, bon, quand on est en parent, on a des enfants, et c'est là que ça devient inquiétant. Je pense que le bon mot ici, c'est ça qu'on va explorer après, c'est qu'il y a des inquiétudes, les parents sont inquiets. En fait, petit sondage, parmi vous, est-ce que vous connaissez des parents inquiets par rapport aux technologies, aux écrans, aux jeux vidéo? Oh, ça côté-là, oui. Un peu moins. OK. C'est quand même assez présent. Si on se fie, disons qu'on se fie aux statistiques ici, 55%, c'est presque ça en fait, des parents estiment que leurs enfants ont de la difficulté à déconnecter d'Internet et des écrans. C'est-à-dire la capacité de dire « OK, j'arrête puis je passe à autre chose ». C'est quand même difficile. Un peu plus que la moyenne. La moyenne. 37% des parents trouvent qu'il est difficile de contrôler ou de superviser les activités en ligne chez les jeunes enfants. Donc là, 6 à 12 ans. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais un 10% de plus, ça est comme difficile. 47% trouvent ça difficile de contrôler ou de superviser les activités en ligne des enfants de 13 ans ou plus. Il y a comme quelque chose qui vient de plus en plus difficile avec l'âge et d'autres raisons qu'on va pouvoir discuter par la suite. Donc, si on garde ça en tête, c'est dans ce contexte-là, théorique, que les familles arrivent à s'inquiètent, en fait,
Puis là, on pourrait rajouter à ça toutes sortes de choses, dans les facteurs de désinformation sur les médias sociaux, les effets de panique, bon, les oui-dire. Juste en psychologie, dans ma perspective, les études par rapport aux jeux vidéo, au début, quand ça commençait à être étudié, ben, c'était par rapport à la violence dans les jeux. Fait que déjà, il y a eu une étiquette de « c'est mal ». Donc, ça reste dans le savoir collectif aussi, cette peur-là de « les jeux vidéo, c'est mal ». Et ça se transmet quand même dans le champ. Maintenant, la thématique, c'est crise. Puis je trouve ça intéressant de voir l'état de crise, de contextualiser en fait l'état de crise dans les familles, surtout quand ils viennent en consultation. En fait, quand ils sont rendus en consultation, trois choses qu'on peut observer. Soit c'est de la prévention. Ça veut dire c'est des parents qui sont quand même bien à la maison, mais ils veulent comme s'assurer, ils veulent faire de l'éducation psychologique à leurs enfants. Petite partie, c'est ça. Il y a les parents qui ont des conflits, c'est ça qu'on va voir. Donc, des conflits, ça commence à pas bien aller, il y a des petits éléments, puis OK, on veut comme travailler là-dessus le plus tôt possible. Et il y a des familles que c'est la crise. Ça veut dire, si ça va pas, il n'y a pas de communication. Souvent, dans ces cas-là, on essaie de faire une rencontre par enfant et ça, on le ressent la tension là, dans le non-verbal. Donc, on va aller voir plus les deux derniers que j'ai nommés aujourd'hui. Encore un peu la théorie ici, mais pour contextualiser, c'est quoi un conflit, des conflits? Une petite définition ici. Un conflit ou des conflits, c'est quand on a un différend, un désaccord, qui est exprimé entre au moins deux personnes. Ça peut être envers soi-même, mais là, on est dans autre chose. Donc, deux personnes qui ne s'entendent pas. Donc, la communication n'est pas sur la même longueur d'onde, la même ligne, sur une idée, par exemple, ou ça, je pense, c'est un élément très important, qui ont des motivations contraires. Ça veut dire, dans la vie de tous les jours, on peut avoir des valeurs différentes, on peut être en désaccord, c'est ce qu'on appelle avoir des opinions. Par contre, si notre motivation est la même, on veut, exemple, s'entendre bien, ou on veut être amis, ou je sais pas, on veut le bien-être, ben, on peut passer au-delà de l'état de conflit. C'est quand les motivations sont pas les mêmes. Puis dans les contextes de conflit et crise en famille, ben c'est souvent cet élément-là, en lien avec le jeu vidéo. La motivation n'est pas la même. Et là, ça va créer des petits chaos. Dans une autre définition, c'est lorsqu'un but personnel, j'ai mon but ou j'ai un besoin personnel qui n'est pas répondu, qui va empêcher l'atteinte d'un but d'une autre personne. Fait que là, ça reste très égocentré, centré sur soi. Puis quand en plus, il n'y a pas de communication entre les deux, ça deux personnes qui sont très centrées sur eux, ça va pas bien, puis ils n'arrivent pas à communiquer. Ça, c'est ce qu'on va appeler un conflit. Les conflits interpersonnels, c'est normal. J'aurais fait le petit sondage. Qui parmi vous n'a jamais vécu de conflit? OK, c'est bon. Donc, tout le monde vit des conflits, c'est normal. On se développe, on grandit à travers les conflits. On développe nos habiletés de communication, nos habiletés sociales, la confiance en soi, tout ça. Fait qu'on veut pas 100% éviter les conflits non plus. Par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est que les conflits, quand ils sont pas communiqués, réglés, ça s'accumule. Et c'est l'accumulation de conflits, de désaccords, de frustrations associées à mes besoins qui ne sont pas répondus, qui va faire en sorte qu'à un moment donné, on arrive à un état de crise. Donc, un état de crise. J'ai pris une petite définition ici que je trouvais quand même intéressante pour expliquer, mais on va parler d'une période relativement courte, idéalement. On peut aussi parler de crise chronique. Ça veut dire c'est court, mais ça se reproduit. Si j'ai un gros conflit avec mon enfant, mais à tous les jours, on va parler d'un état de crise chronique qui va engendrer un déséquilibre psychologique. Ça ne veut pas dire qu'on devient fou. Puis déséquilibre veut dire il y a il n'y a pas d'autre mot. Déséquilibre dans notre bien-être chez une personne confrontée à un événement dangereux. Là, fais attention, dangereux, souvent on associe ça à quelqu'un va nous attaquer, on a la peur, mais un danger, ça peut juste être quelque chose qui nous crée un inconfort. Donc, qui vient vraiment nous déstabiliser dans notre bien-être. Ça peut être un stress, un facteur, la nouveauté, de l'inconnu. Donc, un événement dangereux qui représente un problème, évidemment, et qu'on ne peut pas fuir.
Ça, j'entends souvent ça dans les familles. Hein, je pense qu'une grande partie des parents vont le nommer un jour dans leur vie comme je veux partir sur une île déserte, puis genre, je plus rien régler. On peut pas fuir et on peut pas résoudre avec nos solutions habituelles. Ça veut dire souvent, en consultation, quand les familles arrivent en lien avec les jeux vidéo, les technologies, ils ont tout essayé, ils sont rendus épuisés, il n'y a plus rien qui marche. Voici la petite définition de c'est quoi un état de crise. Donc, statistique de l'INSPQ ici. Dans une enquête québécoise sur la parentalité en 2022, ils ont questionné par rapport à l'utilisation justement des écrans. L'écran reste très large quand même aussi. 47% des parents ont mentionné que les écrans ne facilitent pas leur rôle parental. Ça veut dire que c'était perçu comme ce qu'on appelle un stress parental. Un stress de plus dans « faut que je sois un bon parent, je sais pas quoi faire, je me sens incompétent ». 39% des parents trouvent que la gestion des écrans est l'un des défis les plus difficiles à relever. C'est quand même gros, 39%. Sur les devoirs, gérer les relations d'amitié, gérer les repas. Là-dedans, c'est rendu que la gestion des écrans, qui est un stress encore une fois. 36% des parents vivent des conflits, des tensions avec leurs enfants en raison de l'utilisation des écrans. Si on revient à tout à l'heure, il y a quand même les jeux vidéo qui est dans le deuxième, dans l'utilisation des technologies. Puis environ 16% des parents se sentent dépassés par les écrans ou les applications. Dépassé ici veut dire on est au-delà du stress, souvent on est un peu plus dans l'épuisement, on ne sait pas quoi faire, on se sent diminué. C'est quand même présent. On est autant au niveau statistique que par expérience dans ma pratique professionnelle. Ce qui fait en sorte que les parents, les familles, il y a un état de crise. Les préoccupations principales, ça je trouvais ça intéressant, puis je serais intéressée de voir votre avis par rapport à ça. Là, je suis plus basée sur mes expériences personnelles, donc ceux qui veulent partager. Souvent, quand les familles vont consulter, je nommais tout à l'heure, il y a l'aspect préventif, mais c'est assez rare. Il y a l'aspect conflit, puis l'aspect crise, quand les parents ils viennent quasiment chacun de leur côté. Souvent, les motifs de consultation, donc le pourquoi ils viennent, puis ils disent gère mon enfant, exemple. Ça va être l'hyperconnectivité. Ils vont pas nécessairement le nommer comme ça, mais en gros, c'est des parents inquiets que leur enfant consomme trop de technologie. Puis souvent, là, je reviens avec le jeu vidéo, je vois beaucoup dans ma clientèle, mais souvent, c'est ça, il passe trop de temps sur les jeux vidéo, il est comme trop connecté et scotché sur son jeu vidéo. Donc, l'hyperconnectivité, c'est quand même une inquiétude qui est omniprésente dans les familles, même de plus en plus dans les jeunes adultes. Donc, je vois beaucoup de jeunes adultes au cégep. Il y a de plus en plus cette inquiétude-là aussi d'auto-évaluation sur les habitudes d'écran. On parle un peu plus des médias sociaux, quand même. Après ça, ça arrive souvent. Ce qu'on appelle le trouble du jeu vidéo ou la cyberdépendance, qui est comme, encore là, dans la littérature, c'est un peu flou, là, mais disons ici que c'est quasiment des synonymes, qui est associé à une perte de contrôle sur le jeu. On parle vraiment d'un diagnostic qui peut être donné, une priorité accrue accordée aux jeux vidéo. Ça veut dire que c'est ça la priorité numéro 1, même dans certains cas avant les besoins fondamentaux, avant de dormir, avant de manger, prendre dessus sur d'autres activités, arrêter l'école ou ne pas faire ses devoirs, arrêter les activités sociales, puis une poursuite ou une pratique croissante du jeu en dépit des répercussions. Je le ressens, ou pas, peut-être pas, que ça nuit à ma relation avec ma famille, avec mes amis, mais je continue quand même parce que j'ai besoin ou parce que j'aime ça. Donc ça, c'est souvent une crainte. C'est quand même intéressant parce que dans les pourcentages de population en général qui ont le trouble du jeu vidéo, c'est très faible. Donc, je disais dernièrement, on est dans le 0,3 à 2 %. C'est quand même faible. Ça augmente à travers les années. Donc, ça, c'est souvent une problématique. Les familles arrivent en disant, est-ce que mon enfant il est cyberdépendant parce que, exemple, il joue aux jeux vidéo? La réalité, c'est souvent quand on fait de l'exploration, on se rend compte que non, ça ne répond pas à ces critères-là. Donc, on peut être hyper connecté, on peut pas mal aimer jouer aux jeux vidéo. On peut avoir un trouble de jeu vidéo présent, mais c'est plus rare.
On va essayer une petite liste de questionnements. Là, je vous invite à les regarder parce qu'après, on va faire un petit atelier ensemble, basé un peu là-dessus. Ça, c'est les questionnements que les familles arrivent. Là, ils arrivent, sont inquiètes. Est-ce que mon enfant a un usage problématique? Dis-moi, est-ce que c'est problématique? Est-ce que c'est compulsif comme usage de jeux vidéo? Est-ce que mon enfant, en jouant à des jeux vidéo, est exposé à des contenus inadaptés? Là, je dis même inadapté, mais souvent, on va être dans le violent, puis, tu sais, est-ce que mon enfant, ou hyper sexualisé? Est-ce que les jeux vidéo vont causer un déficit d'attention chez mon enfant? Ça arrive souvent, cette question-là. Est-ce que le jeu, le style de jeu va créer des problèmes cognitifs? Ça fait en sorte que mon enfant, tu sais, il va, cognitivement, il va être moins bon. Des problèmes socio-affectifs. Il va avoir de la difficulté à être en relation après, avec les autres. Est-ce que ça fait en sorte que mon enfant, il vit de l'isolement social? La sédentarité. Mon enfant, on me l'a déjà dit, est-ce que mon enfant va devenir obèse, par exemple? Est-ce que les jeux vidéo causent des crises de colère? Ça c'est un qui arrive énormément. Mon enfant est tout le temps en colère. Mon enfant, il se met tout le temps en colère en lien avec les jeux vidéo. Là, est-ce que c'est le contexte de jeu ou est-ce que c'est le jeu en tant que tel? Est-ce que mon enfant, le jeu vidéo va, bon, ils disent pas de dysrégulation, là, souvent ils vont dire il est mélangé émotionnellement, mais dysrégulation émotionnelle, je veux dire, est-ce que ça va nuire à sa gestion des émotions? Il va pas être capable d'apprendre à gérer ses émotions. Paresse, manque de motivation. Donc là, mon enfant, il joue, puis il est vraiment rendu paresseux. Il est comme il perd la motivation, il fait plus rien à l'école dans sa vie. Bon, anxiété, dépression. Parce que jouer à des jeux vidéo, ça le rend dépressif, ça le rend down. Idées suicidaires, dans les cas plus extrêmes, là, mais certains parents sont quand même inquiets. C'est en lien avec l'isolement, puis en lien avec la gestion émotionnelle. Ils ont peur que leur enfant, dans le fond, soit en train de vivre une dépression. Fait que ça, déjà, est-ce que ça vous étonne ce genre de questionnement-là? Non. Non. Est-ce qu'il y en a là-dedans que, en fait, pas là-dedans, mais est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez déjà entendus, déjà vus, de membres de votre famille? Ouais. Est-ce que vous seriez à l'aise de partager? On sait que peut-être pour l'atelier, on ferme la caméra de la diffusion si on veut inviter le monde à partager. Je ne sais pas si. Oui, tout à fait. Oui. Aucun problème. Même pour l'atelier, tu sais, je suggère ça, mais si vous n'êtes pas à l'aise, je ne peux pas vous forcer. Parfait. Super. Donc, ça nous amène aux jeux vidéo comme déclencheur de conflit. Pas dans 100% du cas, des cas, mais quand même. Encore une fois, quand on est face à un conflit, on l'a vu tout à l'heure, les conflits, c'est normal, ça nous arrive. Qu'est-ce qui va amener à l'accumulation puis à déclencher un état de crise? C'est nos réactions face à un conflit. Dans ces réactions-là, peut-être vous êtes familier un peu, mais ça ressemble beaucoup aux réactions face au stress, l'évitement, le fait de figer, d'attaquer. C'est quand même un côté instinctif. Mais face à un danger, qui est ici le conflit, par exemple, disons dans la relation parent-enfant, les parents ou les enfants peuvent faire de l'évitement. Ça veut dire free. Ils peuvent céder. Ils peuvent attaquer, donc être agressifs l'un envers l'autre. Ça, généralement, c'est comme ça que les familles arrivent en consultation. On veut travailler avec eux pour les amener plus vers le compromis, donc la flexibilité, et vers la collaboration, qui est la résolution de problèmes, mais en famille. Donc, on va voir juste un peu plus en détail des exemples concrets dans les enjeux familiaux. Mais disons un exemple d'évitement. Donc, quand les familles sont dans l'évitement, donc il y a un conflit, mon enfant joue aux jeux vidéo, et là, exemple, un parent remarque que son enfant joue aux jeux vidéo toute la nuit, exemple, mais évite d'intervenir parce qu'il ne sait pas comment aborder le sujet ou ça arrive parfois, le parent, il s'en balance un peu. Ça, c'est un exemple d'évitement. C'est des familles qui vont pas nécessairement venir en consultation parce que des fois, les parents s'en balancent un peu. Ou c'est des parents qui se sont un peu plus désengagés ou qu'ils ne savent tellement pas c'est quoi le sujet qu'ils ne voient pas la pertinence d'en parler. Donc, on peut voir, là, je vous laisse imaginer, puis on va en parler tout à l'heure, mais bon,
un enfant, un ado a quand même besoin d'un cadre, d'une structure. Donc, s'il n'y a pas de cadre de structure, ça peut facilement aller vers un état de crise. Un état de crise où l'enfant fait tout, mais encore une fois, un enfant a besoin d'un certain cadre, d'une certaine structure empathique, puis un parent qui laisse un peu les choses aller ou qui se sent vraiment stressé dans son rôle parental. Donc ça, c'est l'évitement. Un peu moins en consultation. La concession de céder. Exemple, un parent, épuisé par le travail, c'est souvent ça, les parents sont épuisés, accepte que son enfant joue plusieurs heures d'affilée malgré ses inquiétudes. Fait qu'il y a un certain engagement. Il est inquiet, mais je sais pas quoi faire, je veux pas avoir de confrontation, je vais le laisser. La différence avec l'évitement ici, c'est que dans la concession, on cède consciemment. Souvent, on va le dire à son enfant, oh non, non, mais fais-le pas, puis à un moment donné, on fait comme, oh, ça, c'est trop à gérer, je vais le laisser. Ça, il y en a pas mal en consultation. Ça veut dire que c'est des parents qui, là, je reviens avec ça, c'est un peu de l'humour de psychologue, là, mais c'est souvent des parents qui vont venir dire, j'ai mon enfant. Non, mais qui vont venir, ils se sentent démunis, puis ils vont venir chercher du soutien des professionnels. Par contre, c'est des parents, des fois, que c'est plus difficile à venir engager. Ça, malheureusement, on en voit beaucoup. La rivalité de pouvoir, de ce que je parlais de l'attaque tout à l'heure. Un parent, là, on voit que l'accumulation ici, fort probablement, retire brutalement la console. Hein, on voit ça, c'est comme arrache les fils, coupe le Wi-Fi, en plein milieu de la partie de l'enfant ou de l'ado, provoquant, évidemment, une explosion de colère de l'enfant, ado. Et là, ben, l'explosion de colère, le parent va dire, voyons, t'es tout le temps en colère quand tu joues aux jeux vidéo. Et là, une rivalité de pouvoir, parce que là, c'est le pouvoir de l'autorité parentale versus le pouvoir de je suis en train de faire une crise, là, j'ai un certain pouvoir émotionnel, et ça s'accumule bien sûr, puis bon, vous pouvez voir le portrait. Donc là, ça, c'est des familles qui arrivent en consultation, je le nommais tout à l'heure, là, comme les deux côtés de la pièce, là, puis on sent comme la tension entre les deux ou trois. Donc ça l'arrive. C'est un portrait qu'on voit quand même au niveau clinique. Donc on a ça. Ce sont les réactions qui amènent à être en état de crise. Ensuite, je le nommais un peu tout à l'heure, ce qu'on veut travailler, c'est là on s'enligne vers là, d'utiliser le jeu comme manière de réconciliation, mais ce qu'on veut aller vers plus du compromis. Donc, exemple, l'enfant accepte de faire ses devoirs après l'école s'il peut jouer 1 heure le soir. Donc, le parent met en place un contrat familial, on fait souvent, bon, moi je fais souvent ça, mais c'est vraiment, on fait signer le parent puis l'enfant, c'est comme une entente officielle de temps de jeux vidéo. Ici, souvent, le compromis, c'est quelque chose qui va être fait à la maison, plus qu'en rencontre. Donc, on leur donne des petits défis, des objectifs à faire. Et c'est vraiment, le parent garde un certain contrôle, mais l'enfant a des permissions. Et ça, c'est l'utopie, la collaboration parent-enfant. Ça, c'est rare que ça se fait en dehors de la séance. Souvent, c'est plus en rencontre, on fait de la médiation. La famille, exemple, organise une discussion sur les habitudes de jeu. Chacun exprime ses besoins. Le parent lui dit, je veux plus d'interaction familiale. L'enfant, il dit, je veux plus de temps avec mes amis en ligne. Ils établissent ensemble un horaire. Ça se fait bien, j'ai fait plusieurs fois. Puis après ça, ben, il y a un accord. Puis après, ben, c'est de le mettre en pratique. Puis là, on fait des suivis par rapport à ça pour s'assurer que tout se passe bien puis que la communication se fait bien entre les membres de la famille. Ça l'arrive. C'est plus rare, là, mais ça l'arrive. Quand on arrive à faire ça, là, wow, c'est beau après ça parce que tout le monde est content. Chacun répond à ses besoins. Puis c'est là que ça revient à ce que je nommais tout à l'heure, la motivation. C'est-à-dire que si ma motivation, exemple, ma motivation, en ce moment interne, c'est que mon enfant, il joue dehors. Exemple. Mais que j'aime mon enfant, non, mais je veux que tu socialises. Puis les jeux vidéo, c'est pas une bonne manière de socialiser. Le but et le moyen sont pas les mêmes. L'enfant va dire, ben oui, mais moi, socialiser, je le fais en ligne. Fait qu'on, on a le même but, on a la même, ça fonctionne. Et non. Parce que si la motivation du parent, c'est juste que tu joues dehors, ça va toujours amener à des conflits. Parce ce qui amène à la collaboration, c'est quand la motivation, ben, elle est commune. Si je veux vraiment, exemple, que mon enfant socialise, c'est ça mon inquiétude comme parent, je veux que mon enfant ait des amis, ben, la méthode peut changer. Ça peut être en jouant dehors,
excusez l'exemple un peu, mais ça peut être en jouant dehors, mais ça peut être aussi en jouant à des jeux vidéo. Donc, souvent, on va venir travailler sur la motivation. On va venir creuser, dire, c'est quoi vraiment ta motivation comme parent ou comme enfant? Et voilà. Donc, ça nous amène ici. Le jeu comme espace de réconciliation. Fait que là, moi, je montre le côté, le jeu cause des problèmes. Et là, je trouve que c'est vraiment pertinent votre expertise, votre expérience, votre savoir. Pour l'inverse, le jeu, comment est-ce qu'il peut réconcilier? Réconcilier, ça veut dire comment est-ce que le jeu vidéo peut-il permettre de créer un espace de réconciliation familiale. En gros, régler certains problèmes. Pas tous, ça c'est pas un miracle non plus, mais qu'est-ce que ça pourrait régler et comment? Bon, dans cette, celui-là, un petit activité, j'ai totalement... OK, c'est parfait, je suis en méthode. Une petite activité, mais ça serait... Là, on peut faire des groupes de, j'ai pas calculé, 3-4 personnes. C'est comme vous êtes à l'aise. Dans ceux qui veulent participer, vous n'êtes pas obligés. Ceux en ligne, vous pouvez faire en niveau individuel. L'activité, ça va être de discuter d'un jeu. En 10 minutes, on s'entend. Une mécanique de jeu ludique ou une situation où un jeu déjà existant pourrait être utilisé pour favoriser le lien familial. Là, je sais que vous n'êtes pas des experts en psychothérapie ou autre. Là, c'est vraiment, justement, de voir, vous, dans votre vision des choses, qu'est-ce qui vous vient en tête avec ce que je viens de dire. Donc, ce qui existe, ce qui est problématique, les comportements familiaux qui peuvent amplifier les crises. Et maintenant, votre expérience en études ludiques, en jeux vidéo, pour identifier une tension familiale, imaginez une petite solution ludique et bien sûr, si vous êtes à l'aise, de la présenter tout à l'heure en quelques minutes. Donc, je vous ai mis des petits guides à suivre, mais tu sais, ça peut être de tout un concept, un nom de jeu. Les enjeux relationnels. Exemple, les difficultés de sommeil de mon enfant. Ou attends, avec de quoi de simple. La communication. Problème de communication. Mécanique de jeu. Un jeu coopératif. C'est ça que je donne. Mise en situation, il y a un conflit parent-enfant. Ça, c'est quelque chose que j'utilise en psychothérapie. Conflit parent-enfant, on va utiliser un jeu coopératif. On va les faire jouer ensemble, puis on va observer comment ils discutent ensemble. Hein? Là, ça fait naître plein de belles choses. Donc, ça, c'est un exemple que vous pouvez utiliser si vous voulez. Puis, quelques petites questions pour vous aider. C'est quoi l'attention familiale liée au jeu? C'est quoi les mécaniques ludiques qui pourraient changer peut-être la dynamique familiale un peu problématique? Que pourrait-on créer ou adapter? Puis comment le mettre en pratique? Comment j'utilise le jeu? Comment telle mécanique ludique pourrait être utilisée? Je vais laisser la diapo, mais je pense que c'est ça, parfait. Si vous êtes à l'aise, on prendrait 10 minutes, peut-être un peu plus si vous voulez, pour travailler là-dessus. Puis on peut, oui, effectivement, fermer la caméra pendant ce temps-là. Puis après ça, on va revenir. Si vous êtes à l'aise, on va faire un petit tour de table pour présenter. Puis on va conclure là-dessus. C'est bon? Génial. Qu'est-ce qui a émergé? Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être un concept complet à 100%, mais qu'est-ce qui a émergé de vos discussions? Une équipe... Oui, sinon je peux prendre la parole, puis en fait, ça l'ouvre aussi parce qu'on s'est arrêté pas mal, on se posait une question intéressante, c'est-à-dire que on réfléchissait quand même beaucoup cette idée-là de d'amener le parent à se questionner sur les besoins par le jeu, nécessairement, justement, c'est beaucoup, si l'enfant joue pas les jeux, c'est peut-être parce que dans le reste de sa vie, il n'a pas le sentiment de développement, de compétences, de réussite, d'amitié. Peut-être que tous ses amis sont en ligne parce qu'il n'y en a pas d'autres à l'école. Puis la question par laquelle on a comme un peu bloqué, puis elle dit, toi, dans ta pratique, ou dans l'autre groupe, est-ce que tu as déjà vu des jeux qui encourageaient le parent à se poser des questions, genre des jeux qui accrochaient parce que d'expérience, tu sais, tu vas avoir des parents qui sont soit dismissifs du jeu, c'est-à-dire comme ils regardent le jeu 2 secondes puis ils n'ont pas d'intérêt pour, mais j'ai pas eu beaucoup de moments dans ma vie de parents qui faisaient comme hey, ça a l'air intéressant, ça, à quoi tu joues, tu sais, puis de ça, amener la discussion de dialogue, fait que on cherchait une mécanique qui intéresserait le parent. C'est sûr. Mais en as-tu vu, toi, des jeux que les parents se sentaient intéressés d'apprendre? Ah, c'est ça. Je ne l'ai pas nommé, mais dans les profils de parents, surtout de nos jours, on va voir 2 profils. Les parents joueurs, gamers, les parents non joueurs. Dans les parents joueurs, souvent,
c'est de trouver un intérêt commun dans eux, le bagage de connaissances. Et j'ai entendu Mario tout à l'heure, Mario Kart ou autre, ça reste comme un classique, puis les enfants, ados, des fois, ils aiment ça. Fait qu'on peut partir de quelque chose du parent aussi, des fois. Dans les parents non joueurs, personnellement, moi, l'approche que j'utilise, c'est très, non, psychothérapeutique, excusez-moi, c'est très encadré, mais vraiment, je vais faire une activité par enfant où l'enfant va enseigner aux parents quelque chose. Exemple, avec un ado, j'ai déjà fait l'activité que l'ado enseignait à son parent comment utiliser Discord. Le parent, à la base, je pense pas qu'il va l'utiliser tous les jours après, là, mais c'était le contexte d'activité. Puis le but derrière ça, ben, c'était bon, là, c'est poussé, là, mais c'est la relation de pouvoir de dire, ben, ouais, les enfants peuvent aussi apprendre aux parents. Puis quand on a une relation un peu plus égalitaire, ben, des fois, ça passe mieux, la relation en général. Fait que, dans ce sens-là, je connais pas de jeu spécifique. Première question, je connais pas de jeu spécifique qui amène une réflexion par rapport à l'utilisation des jeux. Si vous en connaissez, c'est super pertinent, vraiment pertinent aussi. Mais le contexte de jeu dans une but d'apprentissage, c'est vraiment j'apprends à mon parent comment utiliser tel jeu. Ça peut être intéressant. Fait que c'est pas le jeu en tant que tel qui va intéresser le parent, mais c'est passer du temps avec son enfant dans un contexte différent. L'autre groupe, on a beaucoup parlé de contexte, on a parlé de lieu, par exemple, de dire en sortant la famille de la maison, en disant on s'en va quelque part, on va jouer ensemble, que ça pourrait créer quelque chose de réconciliation. On sort du lieu du conflit, on dit on s'en va à un espace différent, puis ça permet d'autres choses, par exemple. On va à une arcade, donc il y a des jeux qui bougent, il y a des jeux qu'on danse ensemble, etc. Ou bien, par exemple, on va à la bibliothèque locale, on va jouer à des jeux de table ensemble, parce qu'ils ont des jeux de table à la bibliothèque locale, par exemple. Donc, ça permet des choses qui n'auraient pas nécessairement été possibles à la maison. Après, en termes de mécanique, en tant que tel, on a moins réfléchi à ça spécifiquement, mais c'était plus en termes de contexte autour du jeu. Sauf que dans tous les cas, ça implique un intérêt du parent par rapport à cette activité-là. Donc, c'est sûr qu'on ne sort pas de ça. Il y a aussi des propositions un peu plus dispendieuses en termes d'argent. Mais, effectivement. Voilà. Arcade, ça peut rester quand même assez accessible. Puis souvent, chez les parents, bibliothèques aussi. Il y a de plus en plus de bibliothèques aussi qui sont rendues avec des casières ou des consoles. Ça peut être intéressant. C'est là que, là, je suis biaisée ici, là, mais c'est là que, des fois, le suivi en psychothérapie ou avec tout d'autres professionnels peut être intéressant parce que ça met un certain cadre. Fait que le parent, peut-être qu'il est zéro intéressé à aller aux arcades, mais tu sais, si c'est un exercice familial, on crée une ouverture d'esprit à quelque chose de nouveau qui peut amener quelque chose de positif dans la relation parent-enfant. Puis souvent, on prépare aussi. Donc, on se fait quasiment un plan. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? C'est quoi? C'est comme quelle attitude tu vas avoir? Qu'est-ce que. Fait que ça, c'est intéressant. J'avais aussi cité l'idée du café Land, qui est un petit peu un milieu en voie de disparition, malheureusement, je suis super triste. Mais par exemple, un des plus beaux souvenirs que j'ai dans ma jeunesse, c'est une de mes fêtes. Mon père, mon oncle, mon cousin, on s'en va à un land party, puis on joue à des jeux ensemble, puis on présente ensemble. Puis ça permet des choses supplémentaires à cause du matériel, qu'on n'a pas 4 ordinateurs à la maison pour faire ça, par exemple. C'est vrai, effectivement. C'est intéressant de voir si c'est une denrée rare, mais ça peut être réaliste, ça peut se faire. Sinon, quelque chose d'important aussi, le contexte. Ouais. le contexte, comme tu as dit. Encore une fois, des fois, un parent va être plus flexible si c'est associé à une fête d'anniversaire. Ah, c'est la fête d'anniversaire, OK, on va aller aux arcades ou on va jouer à des jeux vidéo. Mais de créer ces moments-là, ce qu'on appelle des moments spéciaux, des moments spéciaux. Donc, un moment spécial, c'est vraiment, exemple, 20 minutes par jour, tu réserves un moment à ton enfant, vous faites ensemble une activité de fun. Puis là, dans ce moment-là, ça peut être peut-être un 20 minutes de jeu vidéo. Ça peut peut-être être un 20 minutes, une fois sur deux, c'est le parent qui choisit, là, c'est l'enfant qui choisit. Des fois, on y va vraiment graduel avec ce qui est facile, accessible. Puis comme tu as nommé, sortir de la maison, des fois, ça peut être super positif parce que c'est vrai que la maison,
c'est associé au stress de je rentre de l'école, j'ai les devoirs, j'ai la douche, j'ai les conflits, le repas, tout ça. Fait que des fois, c'est difficile de mettre ça en pratique. Fait que sortir, effectivement, c'est faire une activité à l'extérieur par enfant, c'est une très bonne idée. Génial. Hey, c'est vraiment intéressant. Merci de vos partages. Je me sens super stimulée cognitivement. Donc, et voilà, on va terminer là-dessus. J'allais juste, je vous l'enverrai si vous voulez, mais je vous expliquais moi des petits trucs que j'essaie, mais j'ai nommé, c'est jeux coopératifs, un espace de médiation, des jeux d'apprentissage aussi des fois. Ça peut être intéressant pour développer des compétences, des habiletés. Ça, je vais le nommer tantôt. Et voilà! Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Oui, oui. Ben, encore une fois, dans la grande tradition citoyenne, c'est juste un commentaire qu'autre chose. Merci beaucoup pour la présentation, pour la participation aujourd'hui. Ça amène un objet qui est la psychologie. On n'a pas nécessairement l'habitude de voir, de croiser, mais c'est quand même quelque chose avec quoi on a tous des liens, on a tous certaines pensées par rapport à ça. Puis c'est vraiment beau de voir l'intersection entre la culture, le jeu et la psychologie, qui sont deux choses dans lesquelles on baigne constamment, mais auxquelles on n'a pas nécessairement le même rapport d'attachement. Puis les voir dans le même lieu, je trouve ça très intéressant. Donc, merci beaucoup. Merci. Je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment intéressant d'en parler avec vous aujourd'hui parce que justement, moi j'arrive avec le chapeau de psychologue, mais vous arrivez avec vos chapeaux d'expertise dans l'étude du jeu. Par exemple, j'utilise le jeu vidéo, mais je le sais que j'utilise avec ça de son potentiel. Parce que tout ça que je connais pas ou que c'est ça, que j'ai besoin de connaître, d'apprendre. Fait que je trouve ça vraiment pertinent d'être avec vous aujourd'hui. Je le nommais un peu tout à l'heure, mais n'hésitez pas à venir me parler à la pause pour échanger son manque de temps. Merci. Loïc, pour approfondir la question mentale précédente, moi j'aime bien ça faire des trucs un peu méta-soft. Puis disons que mon parcours en études ludiques, je me suis rendu compte que autant j'avais une cyberindépendance, autant faire un doctorat en jeux vidéo, ça me fait l'excuse pour continuer à jouer. Et à ce moment-là, on se crée des mécanismes de défense qui rendent de plus en plus difficile d'affronter. Alors, je pense que c'est le travail que tu fais et que tu nous amènes en ouvrant cette porte-là. Je pense il y a l'auto-ethnographie en recherche-création est là, mais ça prend aussi du monde pour analyser ces données-là de manière rigoureuse puis en faire de quoi d'autres choses que juste des projets artistiques, même si c'est important. Merci beaucoup pour l'atelier. Ça fait plaisir. oui, Jessie. Oui, tantôt, il y avait une liste de considérations, de craintes que les parents avaient sur qu'est-ce que les jeux vidéo pouvaient causer. En termes de dépendance, peu importe. Je sais qu'au niveau des substances, par exemple, l'addiction, les phénomènes d'addiction, il y a toujours il peut y avoir des considérations génétiques qui favorisent l'addiction, par exemple. Mais dans la plupart des cas, il semble, en tout cas dans les recherches que j'ai vues, que c'est plus un symptôme de d'autres problèmes. Parce qu'on est dépendant d'une substance. En fait, c'est parce qu'on a une situation sociale, une situation qui fait que on trouve finalement notre seule source de bonheur, d'une certaine manière, à travers cette substance-là. Puis je me demande si justement, il n'y a pas un peu le même principe, où cette crainte-là de les jeux vidéo vont causer du tort. Est-ce que c'est peut-être pas aussi plus généralement un problème lorsqu'il y a une dépendance aux jeux vidéo, c'est plus un symptôme de quelque chose de plus problématique en dehors? Tout à fait. La liste que j'ai mise, c'est des inquiétudes. Mais effectivement, c'est ça. Par exemple, les parents arrivent et nomment cette inquiétude-là, mais souvent, quand on creuse sous-jacent à ça, c'est d'autres problématiques plus psychosociales. Par exemple, je vais nommer un exemple. Encore là, assez général, mais tu sais, mon enfant joue en ligne. Puis que, je sais pas, il sort jamais dehors, il n'y a pas de vrais amis. Je fais des mots, là. Il n'y a pas de vrais amis. Est-ce que la problématique, c'est réellement l'isolement social? C'est le fait qu'il joue à des jeux en ligne? Ou c'est plus un symptôme du fait que, je sais pas, il vit l'intimidation à l'école, puis il vit du rejet. Donc, une manière pour mon enfant de socialiser, c'est à travers les jeux vidéo. Ça reste très général comme exemple, mais ça vient effectivement de cette réflexion-là. Souvent,
Encore une fois, je nomme les questions que quand les parents arrivent, c'est ça. Est-ce que mon enfant est cyberdépendant? Est-ce que mon enfant il vit d'isolement social? Ou, puis après, quand on fait une évaluation, on creuse, on explore, ben souvent, c'est ça, la situation réelle, ben c'est autre chose. Simon l'a nommé tout à l'heure, mais c'est quelque chose de super important. Ça, nomme haut et fort. C'est que quand on travaille avec un enfant, ou un ado en relation par-enfant, il faut voir c'est quoi le besoin de l'enfant. Ça vient à ça. Si mon besoin, c'est de me faire des amis, mais quand je suis à l'école, je me fais intimider, ben j'arrive à avoir des amis en ligne, exemple. C'est le besoin de l'enfant. Et après ça, ben oui, il y a des symptômes et autres qui ressortent de ça. Cyberdépendance, oui. Non, ben, j'allais dire, le truc que je dis aux parents qui marche tout le temps pour contextualiser la dépendance au jeu et tout, c'est la triade de la dépendance. La dépendance, c'est une personne face à une substance dans un contexte. C'est les trois éléments. Ton jeu, c'est ta substance. Ton contexte, c'est ta vie. Ta personne, elle a des facteurs de risque ou des facteurs de protection. Et c'est vrai qu'une personne neurodivergente, TDAH, trouble du spectre de l'autisme, va être plus fragile face à certaines substances. Donc, les jeux, parce que les mécaniques de rétention des jeux aiment vraiment ça, nous encourager à jouer, puis genre, tu sais, jouer un petit peu le système. Fait que, tu sais, ça aide des fois les parents à comprendre que les jeux viennent avec des facteurs de risque, la personne a des facteurs de risque, mais le jeu n'est pas un instrument de dépendance. Le jeu est juste une substance qu'une personne, dans un contexte, pourrait vivre d'une façon spécifique. Décortiquer ça, des fois, avec eux, c'est super utilisant, puis c'est comme une bonne métaphore aussi. C'est super intéressant. Bien nommé. Parce qu'effectivement, il y a tellement de facteurs psychosociaux. C'est l'école, les amis, le travail chez certains ados. C'est d'aller explorer tout ça. C'est rare, très, très, très rare que la seule problématique, c'est le jeu vidéo. Je dis rare, mais c'est pas une seule chose, un jeu vidéo, un contexte de jeu qui va amener tout le reste. Souvent, il y a d'autres problématiques ou vulnérabilité autour. On va prendre dans la question que Dans le fond, ils sont pas Parfait. Merci beaucoup, Vanessa. Merci.